qui fait qu'aujourd'hui la France est tellement affaiblie et qu'en permanence Nicolas Sarkozy recule devant Madame Merkel, c'est la très mauvaise gestion qui a été la sienne de l'économie française depuis 5 ou 10 ans. La dette d'un côté bien entendu, mais l'absence de l'autre côté de recettes fiscales parce que le déclin absolu de notre économie, commerce extérieur, recul de l'industrie, absence d'investissement d'avenir. Je voudrais qu'on revienne quand même une seconde sur Eva Joly et qu'après on enchaîne avec Gilles sur la candidature de François Bayrou. Vous me dites, j'ai pas fait de cauchemar, tout s'est bien passé, c'est une péripétie, mais personne ne le croit. Il y a même plein de gens qui se demandent si elle va aller jusqu'au bout de cette campagne. Beaucoup de gens qui se demandent comment se fait-il que les socialistes aient accordé une soixantaine de circonscriptions, en tout cas au départ, à des Verts dont on ne sait même pas s'ils vont passer la barre des 2%. Alors qu'est-ce que vous faites des autres? Non, d'abord ça c'est le système institutionnel de la Ve République, François. Mais pourquoi l'avoir fait? On va en parler avec François. Mais parce que quand même, il faut être un petit peu démocrate. Mais alors pourquoi vous faites ça avec le parti de gauche? Dans ce pays où on est très content d'avoir élu Napoléon et on pense que uniquement cela fait... C'est ça qui fait le retard français. C'est l'impossibilité de délibérer ensemble. À la présidentielle, sans doute, les Verts vont pas faire un grand score, ça leur est déjà arrivé. Et à vouloir accorder à l'avance 60 circonscriptions, ils sont seuls. À d'autres élections, ils ont fait des scores qui méritent le respect. La transition écologique, c'est la préparation de l'avenir de la France. Donc, ça ne mérite pas tant de mépris. Est-ce que le choix... C'est pas du mépris, sur des questions ironiques. Non, c'est pas à vous que je dis ça. Mais ça veut dire que nous devons faire le rassemblement, il est fait. Nous ne devions pas brader l'intérêt de la France. Et je le dis très nettement, ce jour où le président de la République va à Tricastin. La filière nucléaire française, nous la préserverons. La souveraineté nationale française, nous la préserverons. Mais faire 78% de son électricité d'origine nucléaire, ça n'est pas bon pour la France et ça ne prépare pas l'avenir. Gilles. Au fond, en vous écoutant, on a un tout petit peu l'impression que finalement, comme la campagne d'Eva Joly, il y aura beaucoup de mal. Est-ce qu'au fond, c'est pas finalement une bonne nouvelle, relative bonne nouvelle pour François Hollande? Je ne parle pas de la gestion de l'accord, parce qu'au fond, on s'aperçoit dans les sondages que François Hollande reste quand même à un assez haut niveau, et que Eva Joly est très bas. Donc au fond, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de vase communicant qui pourrait aider, au fond, François Hollande pour le premier tour? Vous savez, j'assume d'être extrêmement décevant. Je ne sais pas commenter, je n'ai jamais su, je me suis toujours trompé, les sondages, ces jeux-là, etc. Ce qui m'intéresse, et en tout cas ce pourquoi je fais ça, c'est les questions qui concernent précisément l'intérêt de la France, son indépendance énergétique. Bon. Alors je ne peux pas vous répondre sur les intérêts, les calculs des uns et des autres, je peux vous répondre sur ce qui m'a semblé essentiel dans cette affaire. Il y a deux choses qui m'ont semblé essentielles, c'est de préserver la cohérence d'une ligne qui est la nôtre, qui est non seulement... On ne peut pas dire qu'on sort du nucléaire comme ça n'a pas de sens. Mais nous devons en même temps diminuer la part du nucléaire. Vous fermez quand même 24 réacteurs, ça a un coût sur plusieurs dizaines. Oui, ça a le même il faut coût prendre que des décisions continuer, assez rapidement pour que démanteler la dès 2025. filière énergétique. Et vous avez lu l'article du Monde ont très bien montré hier que toutes ces spéculations. Donc nous devons réfléchir, car le nucléaire. Et on voit le partage des scientifiques qui ne suffisent pas, dans le fond, à nous donner la clé définitive du problème. Mais le nucléaire pose aussi un certain nombre de problèmes fondamentaux. Il nous garantit une souveraineté, c'est une filière économique importante, mais en même temps, il y a des problèmes d'avenir. Donc il faut trouver une position raisonnable et moderne. On s'y est tenu, malgré des pressions extrêmement fortes, chacun l'a vu, c'est ça qui s'est joué. Et deuxièmement, je crois vraiment en politique, c'est vrai pour notre camp, mais ça va être vrai pour les Français. Aujourd'hui, on a un président de la République qui est reparti en campagne pour diviser les Français. Sur la fraude, sur le droit de vote des immigrés, sur... Je veux, et il est important... Sur la fraude fiscale, que vous pouvez être que pour. Non, c'est pas la fraude fiscale, c'est la fraude sociale. Si, la fraude sociale prenait et la fraude fiscale maintenant. Dont il est un spécialiste avec ses amis Bettencourt et tout ce qu'il a pu dire pendant des années. Les riches payent trop d'impôts en France, tout le monde a compris maintenant que c'est faux. Mais enfin, il y a aucune action a été menée contre la fraude et l'évasion fiscale. Et puisqu'il faut avoir un peu de mémoire, puisque la mémoire c'est la conscience, je me souviens d'avoir fait il y a un peu plus de 10 ans, j'étais le président de la plus longue mission parlementaire française de la Ve République, c'était précisément contre le blanchiment et l'évasion fiscale. De avec faire un meeting, et une vingtaine les paradis fiscaux, mais c'est le cœur du sujet. Et je me souviens d'avoir fait un colloque avec Nicolas Sarkozy, qui m'a dit, oh, oui, c'est sans doute un sujet, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Le vrai sujet, c'est les abus de biens sociaux pour les patrons, et c'était d'ailleurs une des premières mesures qu'il avait pu prendre après 2002, c'est de le faire sauter. Donc attention, parce que soit on est dans le commentaire du commentaire, ou dans je m'adresse à l'opinion et je la manipule, soit on est dans les vrais sujets. Question très franchement, le vrai sujet n'est pas vraiment aujourd'hui la fraude sociale de ceux qui n'ont pas d'emploi, la fraude fiscale c'est beaucoup plus important. Alors, Gilles, vous êtes un des spécialistes du PS sur les questions d'éducation et vous traitez ces questions aux côtés de François Hollande quand Luc Châtel, hier,
annonce une revalorisation pour les enseignants qui débutent à 2000 € bruts par mois. Vous dites c'est de la campagne électorale ou que c'est bien pour les profs? Non, je ne peux pas être contre le fait. Vous savez, on a un retard considérable et on a une crise du recrutement comme on n'a jamais connue. Et donc ça, c'est la destruction du noyau central de la France, ce qui s'est passé sur la maternelle, sur le primaire, sur l'absence de recrutement. Il y a quelques jours, vous le savez, puisqu'il y a une grande manifestation prévue le 15, le même ministre avait annoncé que ces procédures d'évaluation s'accompagnaient des ralentissements de carrière, alors que tous les organismes internationaux, et j'entendais encore les responsables de l'OCDE en venant vers vous ce matin, disaient qu'on a un retard de 30%. On prend souvent l'exemple de l'Allemagne. Le jeune enseignant en Allemagne est aux environs de 4 000 € parce qu'ils ont décidé d'attirer les meilleurs de l'université pour éduquer leurs enfants. Donc c'est un petit rattrapage qui concernera peu de personnes, qui est insuffisant, qui est tardif, mais en même temps je ne peux pas être contre. Alors une double question. D'abord, vous êtes passé très très vite sur Tricastin, mais vous savez que le président de la République aujourd'hui va vous taper dessus à cause de cet accord. Vous allez me dire que je fais une fixation, mais enfin, vous le savez, donc ça va être le cas, donc ça va relancer l'affaire. Et deuxièmement, Bayrou est candidat depuis hier soir. Alors, tout le monde s'y attendait évidemment, Tabar en a parlé tout à l'heure, Guillaume, mais ça change quoi pour le PS et pour la gauche, le fait qu'il soit ouvertement candidat et que dès hier soir, il vous tape dessus? Je crois que tout le monde tape sur François Hollande, si vous l'avez bien observé depuis quelque temps, et ça fait partie du jeu normal quand vous êtes encore et très largement le leader du coup, on a un peu l'impression qu'il subit toutes les études d'opinion. ce début de campagne. Je ne crois pas d'ailleurs. Quand vous regardez, c'est assez amusant, ça a été pareil dans la primaire, ça a été pareil à d'autres moments. François Hollande a l'expérience de cela, il a la tranquillité, et je crois, pour répondre au fond à la question de Guillaume Durand, la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est pas de se positionner par rapport aux autres, c'est de continuer à faire ce que l'on croit juste. Vous avez parlé d'éducation, ça fait 2 ans qu'il dit qu'il y a un problème majeur dans ce pays avec la jeunesse, avec l'avenir. Il continue. Le pacte productif, pourquoi nous sommes dans cette situation de très grande difficulté, y compris par rapport à l'Allemagne? Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un retrait très profond de notre appareil productif, et terrible depuis 10 ans. Il martèle ce thème. Le pacte redistributif, vous parliez de fraude. Nous sommes dans un pays où ceux qui sont les plus riches payent moins d'impôts que ceux qui sont entre 1 000 € et 2 000 € par mois. C'est consternant. Et ça n'est même pas... Et oui, bien entendu, proportionnellement. Non, mais je l'ajoute. Voilà, non, vous avez raison, ça fait peur sinon, oui. Mais, par exemple, Madame Liliane Bettencourt, souvenez-vous, l'étude de Thomas Piketty, paye 6% d'impôts. Les employés de L'Oréal payent quand même beaucoup plus lorsqu'ils sont salariés. Donc tout ça doit être remis à l'endroit. Et je crois que François Hollande va continuer non pas de se définir par rapport à Nicolas Sarkozy, par rapport à François Bayrou, par rapport au Vert, mais il doit se définir par rapport à l'intérêt général de la France et à son propre projet. Est-ce que dans l'intérêt général justement de la France, en admettant que François Hollande gagne, est-ce que ce sera plus facile au fond de parler par exemple avec un François Bayrou qu'avec une Eva Joly ou même un Jean-Luc Mélenchon? Moi, je crois. Dans l'intérêt de la France. J'ai bien observé ce que dit François Bayrou. Et par exemple, hier encore, le pacte éducatif. Nous avons une France qui a détruit depuis quelques années à une majorité ce qui était l'essentiel et qui prépare l'avenir. L'école, c'est la France de demain. Bon, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels, et je l'avais organisé moi-même il y a quelques années, nous pouvons parler avec le MoDem. Il a dit très nettement que l'abaissement national et républicain, qui est à l'œuvre depuis quelques années, identité nationale et immigration, moquerie sur la princesse de Clèves, attaque contre la laïcité, désignation en permanence des étrangers comme de boucs émissaires, affaiblissement de l'idée même de la connaissance. C'est ce que vous racontez dans le livre. Nous partageons ces valeurs avec lui. Et donc je crois que nous avons besoin d'un très grand rassemblement, car on dit la gauche, et Sarkozy va le dire, ne veut pas faire les grandes réformes. François Hollande l'avait dit dès le moment où il a quitté la tête du PS et qu'il a réfléchi à une candidature présidentielle. Son premier entretien, ça a été de dire il faut qu'on explore les convergences avec le MoDem. Bien entendu. Et vous savez pourquoi? Donc en fait, vous êtes en train de négocier avec les Verts, vous leur accordez des circonscriptions, mais l'arrière-pensée de la gauche est en fait de s'allier avec le MoDem. C'est pas une arrière-pensée. Non, mais l'arrière-pensée dans le sens noble. Hein. Non, oui. Le général de Gaulle disait il y a toujours un moment, il faut se mettre en accord avec ses arrière-pensées. Absolument. Et c'est une belle formule de Pascal. Mais sur la base de nos propositions, il faudra parler avec tous ceux qui considèrent effectivement qu'il faut diminuer la dette, qu'il faut faire une économie de la connaissance, qu'il faut de la justice fiscale, qu'il faut des principes républicains. Et vraiment, la gauche doit sortir, je l'ai dit, de l'opportunisme. L'opportunisme, c'est quoi? C'est des grands discours et puis les actes ne suivent pas. On a connu. Elle doit sortir aussi du sectarisme.
Donc il faut une gauche moderne, et à partir de là, sur la Donc base vous vous sentez plus en phase avec ce que dit François Bayrou que par exemple avec le discours d'un Jean-Luc Mélenchon quand on vous écoute ce matin. Mais non, d'ailleurs je les ai tous réunis. Pourquoi? Parce que je pense que soit vous avez une attitude qui consiste à chercher toujours les différences. J'en trouve quelques-unes et très fortes et sur les principes avec Nicolas Sarkozy, sur lesquels on ne pourra pas revenir. Mais avec l'ensemble de cela, si nous travaillons jusqu'au bout, je reprends mes exemples. Justice fiscale, ça va déranger Mélenchon? Pas Bayrou, pas Mélenchon. Faire de l'école une priorité, pensez aux 1 million de gamins qui sont dans l'enseignement professionnel et qui sont aujourd'hui destinés au chômage par notre système élitaire. Je pense qu'on peut en parler avec lui. Voilà, très large quand même. Je pense que de toute manière, il faudra rassembler non seulement les hommes politiques, non seulement les formations politiques, mais profondément les Français. Pour une raison, je voudrais juste finir là-dessus. On n'est pas dans une situation habituelle. On est dans une crise sans précédent. Et on n'arrive pas à la surmonter encore. Il va falloir dire la vérité aux Français. Il va y avoir des efforts à faire. Et des grandes réformes. J'entends la droite qui voudrait faire croire que la gauche va uniquement rajouter des moyens ici. Non, nous proposons de très grandes réformes. De l'école, de la fiscalité. Et pour mener ces réformes dans un pays qui est en difficulté, il faut des majorités larges. Alors, une double question à propos justement du livre. Vous attaquez violemment la monarchie républicaine. Mais en fait, les Français n'ont pas élu des dictateurs depuis le début de la Ve République. Donc, qu'est-ce que c'est que cette espèce de fantasme de la gauche de croire que l'élection aboutit à des simili-dictateurs? Parce qu'il faudrait incorporer dans ces dictateurs François Mitterrand, qui a quand même été élu 2 fois. Oui, mais je ne dis pas ça du tout. Je dis au contraire qu'on ne peut pas... Vous dites c'est un danger, vous parlez... Enfin, vous dites on va pas élire un nouveau César. Non, je dis qu'on ne peut pas, au contraire, je dis dès le début qu'il ne s'agit pas, d'ailleurs, Arnaud Montebourg... Oui, non, mais allez-y. Mais Arnaud Montebourg lui-même avait abandonné l'idée de supprimer l'élection du président au suffrage universel. Donc moi, j'ai pas de problème. C'est une ânerie dans le contexte de la Ve République. Mais ce que je dis derrière, c'est qu'il y a quand même beaucoup de réformes démocratiques à faire. Ça concerne autant les médias, où je pense qu'il faut couper les liens entre pouvoir politique, pouvoir économique et médias. Ça concerne la séparation des pouvoirs. On est un des rares pays où il y a intervention du politique de façon constante dans le judiciaire, inféodation du législatif, cumul des mandats qui fait que nous n'avons pas... Donc il y a justement, sans tomber dans des débats trop théoriques, beaucoup de réformes pour oxygéner et moderniser la vie politique française. Je vous rappelle d'ailleurs que seule l'Allemagne consulte son Parlement pour prendre des décisions européennes. On ferait bien de regarder comment ils font. Le livre s'appelle Conversation républicaine. Il est signé avec François Bazin aux éditions de Noël. Merci, bonne journée à vous. Merci Gilles, on se retrouve évidemment...